your mind, I wanna stay for your meal. Getting all the peace of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Living in a big house, I don't mind. Me and Misty is so the making money. Alright. Greenback Boogie. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Ça y est, j'ai enfin repris le contrôle. C'est à moi de présenter l'émission. J'ai cru que ça n'arriverait plus jamais. Et donc, Legal Club Sandwich, c'est votre rendez-vous pour passer un beau moment et découvrir des sujets qui nous et qui vous passionnent dans une ambiance détendue. On est donc dans la saison 11 de l'émission et je suis ravi d'accueillir mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. C'est un partenaire de longue date des initiatives comme le Legal Club Sandwich ou Fleet Network, French Lawyers in Tech, le network que nous avons co-créé avec Audrey qui est présente ici. Et d'ailleurs, encore récemment, Olivier est venu nous rendre visite au Salon des transformations du droit et aujourd'hui, il est là à Legal Club Sandwich. On adore passer du temps avec lui. Olivier, comment vas-tu? Je vais extrêmement bien. Je suis très content d'être pour la deuxième fois de ma vie invité au Legal Club Sandwich. Et Quel voilà. événement. Quand on aime, on ne compte pas, Olivier. Je vois ça. Alors, avant que on commence à échanger avec toi, je suis aussi évidemment, je ne serais pas un gentleman si je ne les présentais pas, ravi de retrouver mes acolytes. Il y a tout d'abord Audrey Dedéris, la plus grande chasseuse de tête dans le domaine juridique de France et de Navarre, qui m'accompagne dans cette interview et qui fera d'ailleurs, comme l'India, une chronique en fin d'émission. Audrey, comment vas-tu? Eh ben, je vais très bien. Bonjour Pierre, bonjour Olivier, bonjour Lydia. Ravie de vous retrouver encore une fois. Et de retrouver Et Olivier pour la deuxième fois, en effet. absolument. Et quelle sera ta chronique aujourd'hui, Audrey? Aujourd'hui, ma chronique, ce sera quand un recrutement en cache un autre. D'accord, très bien, tout un programme. Et puis évidemment, je ne pourrais pas clôturer ce tour de table sans parler de l'India le sauvage, puisque avec l'India, on dit toujours le nom de famille avec, sinon ce n'est pas logique. Donc c'est l'India le sauvage, la grande prêtresse de la prise de parole en public. Ma chère l'India le sauvage, comment vas-tu? Je vais bien, cher Pierre Landy, je vais très bien. Ravie de découvrir Olivier aujourd'hui. Et je vois qu'on a des auditeurs fidèles, mais aussi des invités fidèles, donc c'est plutôt sympa. Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui dans ta chronique, l'India? Alors, mes prochaines chroniques, j'ai décidé de parler des neurosciences, en tout cas ce que les neurosciences nous apportent sur le sujet de la prise de parole en public. Et notamment, on va parler des 15 premières secondes, comment le cerveau décide s'il vous écoute. Waouh, j'ai trop hâte. Est-ce que tu m'as écouté pendant les 15 premières secondes, Ah, mais Lindia? bien sûr, Pierre. Contrainte et forcée. De toute évidence, je t'écoute. Alors, on commence tout de suite avec toi, Olivier. On va rentrer dans le vif du sujet, mais on a plein de questions pour toi. Mais la première question qui est traditionnellement posée à tous nos invités, c'est quel est le message que tu souhaites faire passer aujourd'hui à nos auditeurs? Il y a un message qui est tout simple, c'est qu'on est la génération qui va vivre ce changement de paradigme phénoménal qui est l'IA dans ce beau métier du droit. Alors, on va le vivre dans toute la société, bien évidemment, mais on va vivre plus spécifiquement, puisqu'on est dans Legal Club Sandwich, on va vivre cette génération qui est en train de se transformer. Donc, on aura connu le paradigme d'avant, un peu encore celui qu'on a aujourd'hui. On est en train de faire le paradigme d'après. Donc, on aura plein de choses à raconter lorsqu'on sera grand-père et grand-mère près du feu de cheminée à nos petits-enfants pour dire on était là avant, on était là après, on était là pendant. Et le pendant, c'est en ce moment et c'est passionnant. Oui, et c'est pas la première évolution en plus que notre génération vivons. Donc vraiment, on est adaptabilité, hein. Ça, c'est absolument certain. Alors, on va commencer par le commencement, Olivier. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer comment tu en es venu à accompagner les directions juridiques dans leur organisation, leur digitalisation, et peut-être aussi nous dire un peu ce que tu fais. Enfin voilà, ta vie, ton œuvre. Olivier, c'est à toi. Merci Pierre. Alors, c'est un petit peu bizarre comme parcours. J'ai un parcours qui n'est pas tout à fait dans les lignes très très droites. Je suis d'abord philosophe du langage, c'est-à-dire que j'ai étudié à la Sorbonne tout ce qui est linguistique, sémantique, tout ce qui pouvait assurer mes parents que j'allais devenir chômeur. Non, puisque en fait, on voit bien aujourd'hui,
linguistique et la sémantique est au cœur même, à travers la technologie NLP, Natural Language Processing, de tout ce qui est en train d'être fait avec l'IA générative. J'ai ensuite fait des études aux États-Unis sur le marketing. Là, ça a rassuré mes parents parce qu'ils se sont dit c'est un peu plus business. Et enfin, j'ai repris les bancs de l'école il y a quelques années, ben, il y a exactement 10 ans, pour faire un docteur en économie, un doctorat en économie spécialisé sur analyser la transformation et l'innovation digitale sur le marché du droit pour pouvoir essayer de mesurer justement comment ça se produisait d'un point de vue économique et toute la valeur que ça apportait. Donc, ce parcours de 30 ans en accompagnant des professions du droit, je l'ai eu un peu par hasard en rentrant dans un Big Six, on les appelait comme ça à l'époque, maintenant ils sont Big Four, que j'ai été recruté pour créer la fonction marketing et développement chez Ernst Young, il s'appelait Ernst Young à l'époque, et ensuite chez Arthur Andersen. Et puis, rapidement, à la fin d'Arthur Andersen, tout de suite derrière, j'ai créé mon cabinet qui s'appelait Day One à l'époque. On est déjà à l'autre saison, puisque maintenant on est à Day Two, qui était spécialisé sur les professionnels du droit du chiffre et du conseil. C'était le début de Day One, que les cabinets. Nous n'aidions pas du tout les entreprises. Et puis on a pivoté au fur et à mesure dans les années 2007-2008 pour aider les directions juridiques, compliance, IP et fiscales sur tout ce qui est organisation, transformation et digitalisation. Voilà, donc quelques 25 ans ou 23 ans après la création de Day One, on a relancé en faisant un petit parcours de 3 ans et demi chez PwC. On vient de relancer avec mon associé de toujours, Jérôme Russac, au 1er septembre 2025. Nous avons relancé Day 2, qui est un Day One IAisé, puisqu'on a intégré l'IA dans la production, dans le fonctionnement. Et aujourd'hui, comme je dis, je suis en train de piloter à la fois des ressources humaines et des ressources IA. On utilise beaucoup l'IA pour faire nos missions, pour accompagner les avocats, les directions juridiques, ou accompagner même les investisseurs en capital qui investissent sur ce beau marché, puisque ce marché est en train de se consolider. Et donc, on a ces trois cibles avec lesquelles on travaille tous les jours sur ces beaux sujets de transformation et notamment transformation liée à l'IA, mais pas que. Beaucoup de travaux sur l'organisation, les process, la performance et les indicateurs de performance, bien sûr. Et Olivier, justement, tu évoques ce paradigme qui est nouveau dans le domaine du droit. Il y avait jusqu'à présent une relation juriste-avocat. Là, on passe à une relation à trois avec juriste, avocat et IA. Mais concrètement, selon toi, cette nouvelle configuration, elle change quoi dans le travail au quotidien de ces juristes, des avocats? En fait, elle change et elle va changer absolument tout. C'est normal, si on est en train de parler avec son meilleur ami, que d'un seul coup on devient trois, bah, il faut parler à trois. Et donc la relation, les interactions vont complètement changer, le rôle de chacun va complètement changer, parce qu'en plus, ce troisième personnage, ou cette troisième machine, n'ayons pas une vision trop humaine de la machine, c'est à la fois une IA qui peut être chez l'avocat et à la fois une IA qui peut être chez le juriste. Mais c'est à la fois, on l'a vu, hein, puisqu'il y a eu, au niveau du mois de novembre et du mois de décembre 2025, il y a eu des nouveaux outils qui sont sortis pour pouvoir faire de la collaboration avec un même outil d'IA, où on voit maintenant des avocats qui mettent leur outil d'IA à disposition en extranet avec, auprès des juristes d'entreprise ou auprès de leurs clients. Donc la relation à trois change tout parce qu'elle va changer le rôle, les tâches, la performance et la perception de la valeur ajoutée. D'où vient la valeur ajoutée? Est-ce qu'elle vient encore de l'humain? Est-ce qu'elle vient aussi de la machine? C'est ce travail-là qui est en train d'être fait au niveau des cabinets d'avocats, au niveau des directions juridiques, et il est assez passionnant en fait. Alors, Olivier, selon toi, qu'est-ce que ça représente en fait cette nouvelle étape de l'intelligence artificielle qui devient un acteur supplémentaire, comme tu le disais, dans le processus juridique? C'est ce qui fait tout le changement. En fait, l'IA, on appelle ça en économie une GPT. Alors, ça n'a rien à voir avec ChatGPT. On appelle ça une GPT, ça veut dire General Purpose Technology. Une Purpose Technology, c'est une technologie qui va impacter la totalité des secteurs. La, la dernière grande GPT, c'était l'électricité. L'électricité, imaginons une demi-seconde que l'électricité n'a pas été inventée. Bah d'abord, on ne serait pas là. On ne serait pas en train de se parler à travers Internet. On n'aurait pas de PC, on n'aurait pas de lumière, on n'aurait pas de chauffage, et on n'aurait pas de voiture, on n'aurait pas d'avion, on n'aurait pas grand-chose en fait. Son électricité, elle a impacté tous les secteurs, tous les métiers. Aujourd'hui, l'IA, c'est une GPT, une General Purpose Technology, et en fait, elle va impacter tous les métiers, tous les secteurs, mais elle va impacter surtout à un niveau qui est un niveau de la tâche. Et ça, c'est important de bien le comprendre, parce qu'il y a deux choses qui sont importantes à regarder.
c'est la tâche et le métier. Les tâches vont être faites, pour partie, certaines tâches vont être faites par l'IA et par la machine. Et donc, je ne dis pas que ce sont les métiers qui vont disparaître, ce sont beaucoup de tâches qui vont disparaître. Bien évidemment, si on prend au sens large, certains métiers vont totalement disparaître. Le métier aujourd'hui de call center, on voit bien que de plus en plus, les call centers vont être complètement remplacés par des IA avec des IA vocales, avec du speech to text et du text to speech, qui va permettre et qui permet déjà, hein, il y a déjà des startups qui sont spécialisées là-dessus, à répondre extrêmement bien, de façon extrêmement précise. Donc, vraisemblablement, ces métiers-là vont disparaître comme le chauffeur de diligence a disparu le jour où on a inventé la voiture et tout ce qui a permis de développer le transport au sens le plus large. Mais les tâches, et donc pas les rôles, vont aussi être faites par l'IA. Mais ce qui est assez intéressant, et c'est ce qui va faire évoluer les rôles, c'est que de nouvelles tâches vont apparaître. De nouvelles tâches vont apparaître par rapport à la technologie, par rapport à la réglementation, par rapport aux nouveaux business models que les entreprises sont en train de lancer, notamment grâce à l'IA ou grâce à la manipulation des données. Donc, on voit bien que si certaines tâches vont être prises par l'IA, d'autres tâches vont apparaître. Et donc, s'il fallait rassurer les professionnels du droit, la charge de travail va continuer de croître. Et même en mettant de l'IA, ne vous inquiétez pas, la charge de travail va continuer de croître de façon extrêmement importante parce que le droit est partout dans la société et dans les sociétés. Donc, c'est ce changement de paradigme, il est plus ce changement de rôle, d'interaction et de tâches que nous allons réaliser, quand je dis nous, les professionnels du droit. Mais alors, tu parles des professionnels du droit et tu parles de tâches qui vont certainement être beaucoup plus simples à faire, etc. Là, immédiatement, alors pourtant, hein, je suis aussi avocat. Donc, mais bon, là, je vais prendre ma casquette juriste d'entreprise que j'ai fait pendant 25 ans, qui travaillait avec beaucoup d'avocats. Est-ce que tu ne penses pas que bah, toute cette transformation, le vieux modèle du taux horaire de l'avocat, il va pas être remis en cause parce que, je veux dire, tu viens de le dire, il y a certaines tâches qui donnent un rendu beaucoup plus rapide et qui va beaucoup plus vite pour les avocats. Donc, ça va être un peu compliqué de continuer à dire et assumer ce taux horaire, non? Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, le taux horaire est totalement mort parce qu'en fait, il n'a plus de sens dans une économie où l'IA aura réussi à se déployer. Le taux horaire a été créé par un monsieur qui s'appelle Reginald Ebersmith en 1919. J'ai retrouvé d'ailleurs j'ai retrouvé le livre et l'article qu'il avait écrit. Et en fait, il expliquait en 1919, après il a fait un papier dans les billets en 1940, et puis tout le monde s'est déployé. Donc le taux horaire a une centaine d'années en fait. Euh, et on a déjà des cabinets qui ne travaillent pas au taux horaire. On a déjà des cabinets qui travaillent au value pricing. On pourra en reparler. Et lui, il expliquait que, en 1919, il expliquait que lorsqu'on est un expert, de pouvoir vendre son expertise, c'est vendre le temps que l'on a à réaliser son expertise. Ça faisait du sens en 1919, ça faisait du sens en 1969, ça fait du sens en 2019 peut-être. Aujourd'hui, ça fait plus de sens parce qu'on a un clash en fait entre la technologie qui est dans l'immédiateté. On voit bien qu'avec les outils aujourd'hui, on peut voir une analyse d'un contrat en à peu près 3 secondes qui devrait être revu, qui devrait être amélioré, qui devrait être qualifié bien évidemment, par un avocat ou par un juriste d'entreprise. Et un autre business model, qui est le business model dont je viens de parler, celui des avocats, où en fait, on facture son temps. Et ce qui est assez intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, on facture son temps et on pensait que le temps, c'était la valeur, alors qu'aujourd'hui, la plus grande valeur, c'est la vitesse. Et on le voit avec les entreprises, moi je le vois avec mes clients au quotidien, c'est que si tu vas extrêmement vite, à qualité équivalente, bien évidemment, la valeur, est, en fait, elle est dans la vitesse. Et donc, ce qui peut être intéressant pour les avocats, c'est de se dire, bien évidemment, mes chers avocats, vous apportez de la valeur. Mais si vous apportez de la valeur plus vite que votre concurrent, vous apportez plus de valeur. Et pour l'apporter plus vite que son concurrent, il faut intégrer dans les processus de production, il faut intégrer dans les bases de données, il faut intégrer dans la gestion de son knowledge, de son savoir, il faut intégrer des outils d'IA et des outils digitaux pour pouvoir justement répondre plus vite. Moi, je pose souvent une question aux directeurs juridiques, je leur dis un exercice assez simple, je fais une due diligence, tu la veux aujourd'hui, je te la rends dans 3 semaines en mettant 4, 5 personnes avec des tupius qui vont aller à la cave 18 heures par jour, 7 jours sur 7, et je te la rends dans 3 semaines à X centaines de milliers d'euros, ou je la fais avec de l'IA, avec 2 tupius et un senior, et je te la rends dans 48 heures.
Alors, bien évidemment, il y a la réponse dans la question. Et qui va me dire, bah, la valeur, la grosse valeur, allez, tu me réponds dans 48 heures. Parce que moi, je dois répondre à mon DG dans 48 heures. Donc, ce qui va être assez intéressant, c'est les avocats ont vécu sur le temps et le temps apporte la valeur. Et là, c'est la rapidité à qualité équivalente. La rapidité qui va apporter de la valeur. Et donc, le paradigme de la vitesse est aussi extrêmement important, euh, qui est mêlé aussi au paradigme de la proactivité. Alors là, c'est l'ultra vitesse. C'est-à-dire que je réponds avant même que tu poses une question. Et donc là, c'est quelque chose que de plus en plus les clients veulent parce que on est dans ce fameux monde qu'on appelle aussi VUCA, avec la volatilité, l'incertitude, la complexité, l'ambiguïté, et qui fait que les opérationnels, les clients, les juristes, tout le monde essaie de vouloir avoir des réponses avant et donc d'avoir des conseils qui sont proactifs. Donc l'avocat doit être proactif, le juriste d'entreprise doit être proactif pour apporter au client final le plus de valeur avant que la question ne se pose. Mais dis-moi, Olivier, quand tu annonces ça aux avocats que tu rencontres, parce que je sais que tu rencontres pas que des directeurs juridiques d'entreprise, quand tu leur dis non mais votre horaire c'est mort, c'est quoi les réactions que tu as globalement? C'est hors de question, over my dead body, ou oui, oui, t'as raison, ou on va le tenir tant qu'on peut. Enfin, c'est quoi un peu si tu as eu voilà, des réponses? Alors ça va, oui, oui, on accompagne aujourd'hui des cabinets avocats pour justement basculer à la fin du taux horaire et basculer à ce qu'on appelle le value pricing, c'est-à-dire le prix par rapport à la valeur ajoutée, hein, ce qu'a priori tous les secteurs d'activité font. Lorsqu'on va dans ta boutique préférée, je ne vais pas donner de marque, mais tu ne vas pas demander combien vous avez passé de temps à confectionner ce costume, cette chemise, cette robe, ces chaussures. C'est vraiment la valeur que l'on va avoir. Après, il y a des valeurs de marché. Et aujourd'hui, il y a déjà des valeurs de marché. On sait très bien qu'un professionnel du droit, le juriste d'entreprise, sait apporter une valeur à un livrable que lui donnerait un avocat. Donc, suivant l'avocat à qui on parle, les avocats vont très très vite comprendre que le taux horaire ne sert à rien. Je donne un exemple. L'avocat fiscaliste, lui, il a compris en à peu près une demi-seconde que la valeur, elle n'est pas dans le temps, elle est dans l'innovation fiscale qu'il va apporter. Et beaucoup de fiscalistes donneront toujours le même exemple. Ils arrivent à avoir des fulgurances dans des montages fiscaux fabuleux sur des opérations de M&A, par exemple, qui font gagner des millions à l'opération. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font la documentation fiscale qui leur permet, au taux horaire, de vendre à 50 000, à 100 000, alors qu'ils vont payer des millions. Donc, eux comprennent très, 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 très vite que s'ils arrivaient à basculer à une facturation par la valeur, très vraisemblablement, ils arriveraient à facturer beaucoup plus. D'autres, c'est un peu plus compliqué, notamment quand on est en train de parler sur des domaines comme l'arbitrage, comme le contentieux, où on sait quand ça démarre, on ne sait pas trop quand ça va se terminer et où est-ce que l'on va aller. Et en fait, là, c'est un vrai travail qui peut être double, qui est à la fois un travail de segmentation des différentes phases. Et par phase, on peut peut-être arriver à des niveaux forfaitaires. On va pouvoir benchmarker avec ce que l'on fait par ailleurs. Et aussi, il faut quand même le dire, avec de la statistique et essayer de dire, toute chose égale par ailleurs, lorsqu'on a ce type de contentieux, dans ce type d'environnement, avec ce type de variables, on est globalement sur cette enveloppe précise. Et d'essayer d'arriver par budget à avancer, ce que déjà beaucoup de cabinets font, mais vraisemblablement insuffisamment. C'est vrai que lorsqu'on part devant les tribunaux, là, on ne sait pas si on part pour quelques jours ou quelques semaines ou un peu plus, et c'est toujours plus compliqué. En revanche, je peux trouver d'autres indicateurs qui ne sont pas le temps. Et tant qu'on ne sortira pas de la variable temps, on aura du mal à imaginer un autre indicateur. Si je parle de rentrer dans un procès et qu'on dit on ne sait pas si c'est plusieurs jours, plusieurs semaines, j'ai en fait biaisé mon cerveau à penser au temps. Et si je te dis donne-moi une autre façon de faire, je te dis bah non, j'en sais rien puisque mon procès il a lieu pendant 3 jours, ou il va avoir lieu pendant 3 semaines, ou ça va durer beaucoup plus longtemps. Mais si on a d'autres sujets qui est, mais in fine, quelle valeur ça apporte par rapport aux besoins du client, par rapport à ce que ça peut lui faire gagner en termes de réputation, en termes de finances, etc. Là, on peut peut-être avoir d'autres indicateurs qui vont permettre de donner un prix à cette valeur qu'apporte l'avocat dans cet exemple. Il faut déconnecter le temps de la valeur, puisque aujourd'hui, le temps peut être compressé fortement grâce aux outils digitaux et grâce à l'IA. Je me Ce qui permets de n'empêche pas rebondir. d'avoir une forte valeur, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que je fasse une action, pardon Audrey, en 3 minutes, ou je fasse une action en 3 jours. Si je livre le même livrable, la valeur, elle est la même? Non, elle est même plus, elle est supérieure parce que j'ai livré plus tôt. Mais le livrable, il est le même en fait, in fine.
Olivier, oui, merci. Je voulais vraiment rebondir sur ce que tu disais parce que même indépendamment de l'IA, il y a certains métiers où justement on nous reproche parfois d'être trop rapide et je fais juste un parallèle très rapide avec mon métier de chasseur de tête. J'ai déjà eu des clients où justement ils m'ont déjà dit en fait vous êtes trop rapide à trouver et en fait vous ne méritez pas entre guillemets le pourcentage que vous avez négocié parce qu'en fait, et je pense que c'est pareil avec l'IA parce que derrière il y a aussi des avocats, des juristes pour le coup qui ont toute une expérience qui viennent se rajouter justement à cette rapidité-là. Bah, mon métier, c'est un peu pareil. C'est tout ce qu'on a fait depuis 10 ans, 15 ans, voire plus, où on arrive justement avec des candidats, un réseau. Et en fait, c'est pas parce qu'on trouve des candidats en 2 heures qu'on est moins bon parce qu'on n'a pas mis 15 jours à les trouver. Donc, c'est intéressant ce sentiment justement de rebasculer le côté valeur qui n'a pas forcément à voir avec le temps. Et parfois justement que la rapidité, la proactivité peut être beaucoup plus valorisable pour le coup que quelque chose qui prend beaucoup plus de temps. Donc je me permets ce parallèle-là avec mon métier. Mais ce parallèle, tu as raison de le faire, puisque en fait, si tu as trouvé un candidat en 5 minutes ou en 1 heure ou en 2 heures, c'est parce que tu as, depuis X années, travailler le réseau, la connaissance des métiers, la connaissance approfondie des rôles, la connaissance approfondie des différentes compétences que chacun a. Il y a la fameuse histoire, à la fin, on ne sait même pas si elle est vraie, de Picasso, où une dame lui demande de faire un petit dessin sur une nappe, et lui dit combien ça vaut. Il dit 1 million. Il dit, mais vous l'avez fait en 30 secondes. Non, non, je l'ai fait en 30 ans, en fait. Et c'est toute cette expérience-là que l'on a. J'ai parlé tout à l'heure d'arbitrage, j'ai parlé tout à l'heure de fiscalité, mais c'est la même chose quand on est un avocat en restructuring. Vous avez une entreprise qui va vraiment pas bien, mais pas bien du tout, qui voit son avocat en restructuring. Si l'avocat il est extrêmement performant, en 1 heure, va lui donner un certain nombre de pistes et de réflexions qu'il va devoir faire. C'est une valeur inestimable, en fait. Vous prenez un avocat qui n'a pas cette expérience en restructuring, il va passer des jours et des jours avant d'apporter même une valeur équivalente. Et donc, ce ne serait pas juste de facturer très cher celui qui a en fait plus de retard et moins d'expérience, mais qui met des heures à chercher la réponse, par rapport à celui qui a 30 ans d'expérience en restructuring, dans mon exemple, et qui est capable de donner une réponse en quelques heures. Donc on voit bien que le temps est la variable la plus pratique pour pouvoir facturer, et la variable la plus intelligente pour pouvoir vérifier la performance d'une équipe. Est-ce que l'équipe répond en 1 heure ou répond en 30 minutes? Ça, c'est bien en contrôle de gestion, mais ce n'est pas la meilleure variable pour mesurer la valeur que l'on va apporter à un marché. D'autant que cette valeur temps, comme vous le savez tous les trois, hein, elle est connectée à une autre variable qui est la variable coût, et que le marché globalement a décidé que pour calculer un taux horaire, il fallait multiplier ses coûts par 3,5 en moyenne, et que c'était ainsi qu'on allait enfin pouvoir faire un prix. Le nombre d'heures que j'ai passé fois mes coûts multipliés par 3,5 égale mon taux horaire. C'est complètement arbitraire. Eh ben, on parle de temps et le temps nous est compté. Et donc, je sais pas, j'essayais de faire une transition pour arriver à la chronique de Lydia, mais elle a pas raté. Mais c'est pas grave, c'est vers ça que je voulais aller. Et donc, il est grand temps d'écouter Lydia. Voilà, ça c'est mieux. Alors, les 15 premières secondes, comment le cerveau décide s'il vous écoute? On croit souvent que l'attention d'un public, elle se gagne sur la durée. Et c'est évidemment faux. Elle se gagne dans les premières secondes. Et ce n'est pas une croyance, c'est une réalité neuroscientifique. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, j'aimerais vous emmener dans cette zone fascinante où la prise de parole rencontre le fonctionnement du cerveau. Parce que comprendre comment l'auditoire vous écoute ou ne vous écoute pas change évidemment profondément votre façon de commencer un discours. Alors, on va voir dans un premier temps ce que le cerveau fait dans les toutes premières secondes. Quand vous prenez la parole, le public ne se dit pas immédiatement, alors là, on parle dans le domaine juridique, quel est le raisonnement juridique, quel est le plan stratégique? Non, non. Le cerveau, il commence par un scan émotionnel ultra rapide, c'est un jugement éclair. Et voici les 3 questions que votre auditoire, alors ça peut être des juristes, des dirigeants, des collaborateurs, enfin, se pose instinctivement, souvent même sans en avoir conscience.
Est-ce que cette personne est sûre d'elle? Est-ce qu'elle sait où elle va? Et est-ce que ce qu'elle dit, je vais y arriver, va m'être utile? Alors ces questions, elles ne sont pas rationnelles, elles sont biologiques. Le cerveau, il évalue la sécurité, il évalue la cohérence, l'intention en moins d'une seconde. Ensuite, il décide. Il décide si oui, j'écoute Olivier ou je décroche à ce que me raconte Olivier. Alors, à ce jugement précoce, ce jugement précoce, il crée ce que les neurosciences appellent l'effet halo. C'est la première impression qui colore tout le reste. Alors, je vous donne un exemple, puisque évidemment, Audrey m'en a demandé plusieurs. Une dirigeante que j'accompagne sur un comité de direction plutôt tendu, avec de l'inflation, de la pression réglementaire, des risques cyber, enfin tout ce qu'on entend évidemment actuellement, équipe fatiguée, nerveuse, un peu surchargée. Si elle fait un début classique en disant bonjour, quelques points avant de commencer, bah, vous pouvez être sûr que voilà, enfin, il se passe rien, le cerveau est plutôt en mode vigilance. Alors que là, vous allez voir avec ce que je vais vous dire, on va construire une ouverture de sorte que le cerveau limbique qui gère la sécurité se mette en action. Écoutez bien. Avant de parler chiffres et risques, je veux vous dire ceci. Nous traversons une période instable, mais nous sommes en capacité de la maîtriser. Aujourd'hui, nous allons prendre 3 décisions clés et je vous propose qu'on avance ensemble de manière claire et posée. Alors, en une phrase, vous voyez que vous rassurez, vous donnez un cap et enfin vous installez votre leadership. Donc là, on imagine que le COMEX est immédiatement disponible. Je vous donne un deuxième exemple. Un directeur juridique qui doit présenter à nouveau une nouvelle réglementation. On peut donner l'exemple d'un premier début qui dirait, je vais vous présenter les évolutions réglementaires. Le cerveau, lui, de son public, entend, ça va être hyper long. Alors, dans ce cas, on choisit de réveiller l'attention un peu différemment. Écoutez bien, en 6 mois, 3 obligations réglementaires ont changé notre paysage. Si on ne s'adapte pas maintenant, on sera en retard avant même de démarrer. Donc, je vous montre ce qui compte, vraiment. Et là, dès les premières secondes, le cerveau comprend l'urgence, l'enjeu devient concret et l'attention se fixe. Alors, pourquoi ces débuts fonctionnent? Parce qu'ils activent 2 zones essentielles du cerveau. Le cerveau limbique, ça c'est celui qui décide si la situation est sûre. Il veut savoir, est-ce que je peux faire confiance? Et donc c'est une ouverture claire, posée, orientée vers l'autre, qui apaise. Et puis le deuxième cerveau, qui est le cortex préfrontal, celui qui réfléchit. Mais il ne s'active que si le premier s'est calmé. Donc si vous commencez trop vite, trop technique, trop chargé, bah, vous parlez à un cerveau qui n'est pas encore disponible. Les neurosciences, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent ouvrir, c'est stabiliser. Donc, avant de convaincre, avant d'argumenter, avant d'expliquer, vous devez installer la sécurité cognitive. Concrètement, Olivier, cela veut dire on donne un cap, on pose l'intention, on nomme l'enjeu et enfin on crée une connexion émotionnelle simple. Une bonne ouverture doit dire, sans le dire, je sais où je vais, venez avec moi. Donc, 3 ouvertures qui parlent directement au cerveau. Voici celle qu'on va voir ensemble. Il y en a 3. L'ouverture de cap. Voici le point essentiel que nous devons décider aujourd'hui. L'ouverture de réalité, Pierre. Le contexte a changé. Voici ce que cela implique pour nous. Et enfin, une 3e ouverture, l'ouverture d'inclusion. Je vais vous montrer où nous en sommes et j'aurai besoin de votre avis pour la suite. Eh bien, ces phrases d'entrée simples mais puissantes, elles calment, elles cadrent et elles captent. En conclusion, les 15 premières secondes font tout.
Une prise de parole, ce n'est pas un exercice de contenu, c'est un exercice de connexion. Et cette connexion, elle se joue évidemment dès l'ouverture. Dans un monde rapide, exigeant et saturé d'informations, vos premières secondes sont votre levier de leadership, comme le dit mon ami Pierre Landy bien souvent. Elles disent à votre équipe, à votre auditoire, vous pouvez m'écouter, je suis avec vous et on y va ensemble. C'est ça le pouvoir neuroscientifique d'une bonne ouverture. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique avec les neurosciences. Chronique que nous écouterons dès ces premières 15 secondes. Au- J'espère bien. J'espère bien. On va reprendre l'interview avec Olivier. Audrey, je crois que tu avais une question pour Olivier. Oui, alors Olivier, une question peut-être pour les juristes internes. L'IA, c'est à la fois un soutien et une rupture. Ça fait un peu peur à beaucoup d'entre eux. Comment est-ce que tu vois cette transition pour eux, notamment sur tout ce qui est mission au quotidien et puis leurs compétences? Comment est-ce que tu vois les choses? Je vois les choses de façon fabuleuse pour le juriste d'entreprise. Le juriste d'entreprise, il est aujourd'hui à un moment donné de sa vie où il devient incontournable pour l'entreprise parce que, alors tu as parlé de rupture, moi je parle de 4 ruptures. Il y a 4 ruptures qui sont en train d'arriver sur l'entreprise et pour lesquelles la réponse passe par le jury. Première rupture, on l'a dit, c'est l'IA. GPT, elle va taper absolument tous les sujets, tous les domaines. Deuxième rupture, Lindy en a parlé dans sa chronique, la réglementation. La croissance normative est telle qu'aujourd'hui, il faut pouvoir suivre, 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 suivre. À titre d'exemple, si je mixe les deux, l'OCDE aujourd'hui a identifié plus de 1000 réglementations dans le monde sur l'IA uniquement. Troisième rupture, on la voit tous les jours malheureusement, c'est la géopolitique. De plus en plus, les juristes doivent répondre à des questions géopolitiques parce que ça a des impacts sur la distribution des produits, des services, les sanctions, les sports de contrôle. Tous ces sujets-là, à un moment donné, deviennent des sujets juridiques. Et la quatrième rupture, c'est la rupture sociétale au sens le plus large, qui va à la fois sur la rupture climatique et les évolutions sociétales que l'on a avec euh, notamment le télétravail, l'équilibre vie professionnelle, vie privée, et tout ce que apportent les nouvelles générations ou retire les nouvelles générations par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Et donc, à ce croisement-là, on a des questions qui sans cesse se posent pour les opérationnels, d'où, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, une volonté des opérationnels d'avoir une vision proactive de ce qui se passe. On ne sait pas ce qui va se passer en 2027, en 2028, en 2029. Le juriste peut, lui, à minima, regarder ce qui va se passer d'un point de vue réglementaire. On sait à peu près les grandes tendances sur la réglementation qui va arriver 2026, 27, 28. Et si on peut anticiper pour pouvoir dire, attention, notre business model va être attaqué par cette nouvelle réglementation qui arrive en 2027, ou au contraire, attention, grâce à cette nouvelle réglementation qui arrive en 2027, on va peut-être avoir des opportunités et donc être un juriste qui apporte vraiment de la valeur avec des opportunités business. Là, il y a un vrai rôle qui est extrêmement important. Donc, de plus en plus, il est intégré au business parce que la réglementation, parce que la géopolitique, parce que la rupture sociétale sont totalement intégrées au business. Et donc, l'IA, elle va être à la fois cette rupture des business models à laquelle les juristes doivent répondre, et elle est aussi pour les juristes un outil formidable et sensationnel pour produire leurs solutions juridiques. Donc, c'est à ces deux niveaux-là que le juriste d'entreprise va devoir regarder l'IA. Lindia? Audrey, je crois que c'est encore à toi. Enfin, je suis même sûr. Euh, et du coup, quel changement tu anticipes voilà, pour les juristes aussi, plus concrètement? Est-ce que tu as des exemples plus concrets justement pour leur quotidien? Alors, pour leur quotidien, on voit, alors on l'a dit, hein, l'analyse, elle va être au niveau des tâches, donc un certain nombre de tâches qui vont être prises par l'IA. Face à ça, avant de répondre concrètement à ce que l'on voit, on peut avoir deux positions. La première position, c'est de se dire, ce contrat-là, je le fais en 40 tâches. Si l'IA aujourd'hui sait faire 10 tâches, puis demain 15, puis après-demain 20, puis 25, l'IA va en fait me manger petit à petit et je vais disparaître dans les sables mouvants de l'IA. Ou alors on a une autre vision, c'est de se dire, l'IA sait faire 10 tâches, alors moi je peux en faire d'autres. Donc je peux grimper et prendre l'IA comme j'appelle ça une échelle pour pouvoir monter au fur et à mesure que l'IA fait les tâches. Moi je peux monter sur d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée ou sur des tâches plus stratégiques ou sur des nouvelles tâches, comme on dit tout à l'heure, parce qu'une nouvelle réglementation, un nouveau business model, des nouveaux enjeux géopolitiques ou économiques. Et donc, on le voit bien que le rôle évolue, les tâches évoluent. Donc, si on prend des rôles très précis, hein, on va avoir
des nouveaux rôles dans l'entreprise. On a déjà des rôles de legal operations qui sont là pour travailler sur l'efficience au sens plus large, que ce soit process humain ou technologie, de la direction juridique. Mais on va avoir de plus en plus des profils qui vont travailler sur la donnée, des profils qui vont travailler sur les outils, des profils qui vont travailler sur l'administration des outils, d'autres qui vont travailler sur le knowledge. Moi, je pense que de plus en plus, on va revoir venir ce qu'on appelle les documentalistes. Et il suffit de dire c'est knowledge manager, et d'un seul coup, ça devient beaucoup plus sexy parce qu'on parle en anglais. Mais en fait, tous ceux qui vont gérer la connaissance, cette connaissance qui est indispensable pour pouvoir mettre à jour l'IA que vous utilisez chacun dans vos entreprises, elle est clé puisqu'elle doit être à jour, sinon on s'aperçoit bien que l'IA va raconter des bêtises si elle base ses années sur des données qui sont peu fiables. Et puis on va avoir des nouvelles fonctions. On l'a vu, hein, c'était il y a très longtemps maintenant, mais en 2018, le RGPD a créé un nombre de postes pour des juristes qui n'existaient pas, a créé un nombre d'outils qui n'existaient pas. Je regardais il y a quelques mois des études, ne serait-ce que les outils de data privacy, d'après Business Insight, on va passer en 2025 à 4 milliards, un marché à 4 milliards en 2025, à un marché à 45 milliards en 2032. Si on n'avait pas la technologie et la réglementation, il n'y avait pas cette création de valeur. Et tous ces sujets, tous ces outils vont créer aussi des nouveaux enjeux, des nouvelles compétences et des nouveaux métiers pour les juristes. Ça, c'est juste un exemple que l'on a sur le RGPD. On l'a sur le KYC, j'ai aussi les chiffres sur le KYC. Pareil, on a une multiplication qui est extrêmement forte sur les outils et sur la réglementation. Donc, on voit bien que le binôme ou le duo, je ne sais pas comment on doit l'appeler, technologie et réglementation, va créer un nombre de sujets qui va créer en retour un élargissement du périmètre de la direction juridique, qui va avoir de plus en plus de domaines sur lesquels elle va devoir agir, et de plus en plus de rôles, de nouveaux rôles, de nouveaux métiers, de nouvelles compétences qui vont devoir arriver au sein de la direction juridique élargie. Alors justement, Olivier, j'allais te demander comment cette évolution, elle impacte le positionnement stratégique de la direction juridique dans les organisations. Alors, elle l'impacte fortement et à plusieurs niveaux. Elle impacte, parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'IA va avoir un impact sur les métiers, sur les secteurs d'activité, sur les business models. Et donc aujourd'hui, toute entreprise a regardé sa stratégie, son business model, son positionnement face à l'IA, ce que l'IA pouvait lui apporter. Pas simplement en productivité, en gain de productivité, mais en innovation et en nouveaux produits ou en nouveaux services. Et face à ça, à chaque fois, le juridique devrait être intégré. Premièrement. Deuxièmement, le grand sujet qui est l'IA responsable, qui est indispensable dans l'entreprise. Pour moi, ça n'engage que moi. Pour moi, ce sujet doit être porté par le General Counsel. C'est lui ou c'est elle qui a cette vision globale à 360, cette indépendance vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir pousser, alors en lien avec bien sûr le conseil d'administration et le COMEX, pousser cette vision que chaque entreprise aura de ce que c'est que l'IA responsable pour nous, pour la société A, pour la société B. Et puis, on va avoir, ce que je disais à l'instant, un périmètre qui va s'élargir avec un nombre de sujets qui vont du contrat à l'éthique, en passant par l'IA responsable et toute la gestion de la donnée et du savoir de l'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes et des sujets de conformité ou de compliance, sur lesquels on va voir un élargissement vraiment et un poids beaucoup plus fort de la direction juridique. Donc, le directeur juridique, la directrice juridique est absolument un leader à part entière de la stratégie de l'entreprise. Et comme je le disais sur l'anticipation des évolutions et de la réglementation, elle est aussi un acteur qui va permettre de façonner, de structurer, de vraiment bien réécrire la stratégie demain de l'entreprise. Pour moi, le directeur et les directeurs juridiques sont au cœur du façonnage de la stratégie de l'entreprise pour demain. Ben ça, c'est très encourageant.
Et ça va faire plaisir, je pense, à beaucoup des directions juridiques qui nous écoutent et qui en plus, doivent gérer cette période de transition. Parce que, on va pas se mentir, il y a aussi toutes les hallucinations, on n'y est pas encore à demain. Donc, on est vraiment en plus dans la transition entre continuer à vraiment utiliser l'IA à fond et en même temps y faire attention. Et donc, voilà, mais de savoir que leur mission n'est pas finie et qu'elle reste d'autant plus stratégique, je pense que tu vas rassurer nombre de nos auditeurs. Olivier, on va revenir à toi dans quelques instants, parce qu'on a encore quelques questions pour toi, mais on va faire un tout petit break pour écouter la chronique d'Audrey, dont je lance le jingle d'un clic. D'un clic. De deux clics plutôt. À toi, Audrey. Merci Pierre. Tu n'avais encore jamais fait celle-là, je te remercie. Non, ben, jusqu'au bout, hein, c'est l'épisode, je sais pas combien, mais voilà. Bref, vas-y, désolé. Pas de souci. Alors aujourd'hui, moi, je vous parle pas d'IA dans ma chronique, mais plutôt d'être humain et de recrutement, une fois encore. Vous savez, il y a des recrutements qui sont parfois un peu tranquilles, même presque trop faciles parfois. Si, ça arrive, Lydia, je te vois, pour le coup, mais ça arrive. Mais il y a aussi les autres, ceux où les timings s'entrechoquent, ceux où les besoins évoluent, ceux où rien ne se passe comme prévu. Et ça, je vous entends, je vous vois déjà derrière vos ordinateurs ou vos écouteurs. Vous vous reconnaissez. Voilà, et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une de ces histoires de recrutement, comme j'aime bien le faire à chaque fois. Donc là, c'est une histoire où tout se mélange. À ce moment-là, je travaille pour un groupe industriel international, très très gros, très structuré, très exigeant, et dans l'équipe juridique, tout arrive en même temps. Il y a un départ d'un juriste, puis d'un responsable juridique. Il y a la directrice juridique du groupe qui part en congé maternité, et il y a aussi un autre manager qui va reprendre le lead de l'équipe suite au départ du responsable juridique. Et moi, je dois recruter un juriste senior, et seulement juriste. Ils veulent un profil avec au moins 15 ans d'expérience, mais qui ne manage pas et qui n'a pas vocation à manager. Vous n'avez rien compris? C'est normal. C'était très compliqué. Et moi, je vais vous parler d'un recrutement, celui du coup que j'avais au départ, mais aussi la candidate que j'ai rencontrée qui va tout changer parce que, comme vous le savez, en recrutement, c'est aussi une rencontre humaine, des rencontres humaines, et c'est pour ça que je fais ce métier-là et que j'adore le faire. Alors, cette candidate, moi, je l'ai rencontrée dans le cadre de ce recrutement de ce juriste senior. Pour ce poste-là, donc profil expérimenté, je rencontre plein de candidats, j'en rappelle plein, et il y en a beaucoup qui me disent non parce qu'à ça, à ce niveau d'expérience, il y en a beaucoup qui veulent manager, mais ce n'était pas possible pour ce poste-là. Et à ce moment-là, je rappelle une candidate que j'avais déjà eue lors d'un précédent process, et je lui dis, voilà, j'ai ce poste-là, par contre, on peut pas manager. Elle me dit, ah, il a l'air quand même génial ce poste-là, j'aime beaucoup les missions qui sont proposées, l'équipe a l'air super, mais bon, moi, j'aimerais bien manager. Je lui dis, écoutez, c'est pas possible, mais bon, on va parler de vous, enfin, je vais parler de vous en l'occurrence à ma cliente, puis on va voir ce qu'il en est s'ils veulent vous rencontrer. Si je vous en parle, c'est qu'évidemment, ils se sont rencontrés, sinon cette histoire n'aurait absolument pas d'intérêt. Donc j'envoie le profil, la RH me rappelle, et là, elle me dit quelque chose d'inattendu. Et c'est une histoire vraie, hein, je précise, je n'invente pas mes histoires, j'ai modifie parfois avec les prénoms, mais là c'est une vraie histoire. La RH me dit, bah en fait le manager qui devait remplacer le responsable juridique, je pense que vous me suivez pas, mais vous allez comprendre à la conclusion que le message, en fait le manager en fait va seulement remplacer de manière temporaire durant le congé maternité. Donc il y aurait peut-être une opportunité, mais dans 6 mois. On verra quand la directrice juridique va revenir, parce que là trop compliqué, on peut pas tout lancer en même temps, beaucoup trop difficile. Donc le recrutement n'est pas lancé, il n'y a rien d'officiel, rien n'est annoncé en interne. J'en reviens à ma candidate top du top que j'ai adorée. Elle rencontre l'équipe et pour le poste de senior, donc, et là ça match. Et ma cliente, elle me dit, bah en fait c'est vrai qu'elle est top pour ce poste de juriste. Mais bon, elle est aussi quand même très très bien pour remplacer notre responsable juridique, celui, vous savez, le recrutement qui devait être lancé dans 6 mois. Le problème, la directrice juridique, elle part immédiatement en congé maternité et pour elle, c'est inconcevable de recruter un manager qui va lui être rattaché, qui va lui être rattaché, pardon, et de pas être là pour pouvoir vraiment l'accompagner. C'est risqué, c'est pas idéal, c'est compliqué. Et c'est là que mon client, chez eux, ils ont été proactifs, réactifs, actifs, tout ce que vous voulez en if pour le coup, mais tout court, c'était bref et malin pour le coup. Et ils ont proposé une période transitoire à ce responsable juridique que j'avais présenté, j'espère que vous me suivez toujours, pour le coup, parce que cette personne-là était disponible, ce qui tombait plutôt bien. Il a été proposé que ce juriste, ce responsable juridique travaille sur d'autres projets
en attendant le retour du directeur, la directrice juridique, je vais y arriver, pardon. Comme ça lui laisse le temps de s'intégrer à l'équipe, de découvrir l'organisation, de prendre progressivement sa place et de se préparer pour le rôle qu'il prendra au retour de la directrice juridique. Tout est communiqué, c'est clair, simple, courageux et ça fonctionne. Ils ont mis de la flexibilité là où la rigidité aurait tout bloqué. Ce que je voulais que vous reteniez de mon histoire, qu'il était très compliqué et qu'il était vraiment vrai aussi, je vous assure, c'est quelques points très simples. Une fiche de poste, j'en parlais la dernière fois, c'est essentiel et ça, je suis absolument très rigide sur le sujet. Et pour autant, autant avoir une fiche de poste, c'est important, autant on peut quand même sortir un petit peu de ça, c'est pas une prison non plus. Une rencontre, elle peut aussi se révéler vraiment hyper importante et ça peut être un potentiel que vous ne cherchiez même pas. Et être manager ou RH, c'est rester ouvert, réactif et créatif. Parce que parfois, un recrutement réussi, c'est savoir aussi saisir une opportunité avec une personne qu'on rencontre. Et on croit recruter pour un poste, et en réalité, on recrute pour une équipe avant tout. Pour un projet et aussi une dynamique. Donc la bonne personne, elle arrive parfois, mais pas là où vous l'attendiez. Et le vrai talent d'un recruteur ou d'un manager, c'est de reconnaître cette opportunité. Et pour conclure, Lindia et Pierre, vous le savez, j'adore finir par une citation. Cette fois-ci, je vais citer Louis Pasteur, qui a dit, Pierre, je te vois rire, mais j'adore finir par ces citations. Puis Louis Pasteur, il a dit, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Alors soyez préparés, soyez ouverts, soyez attentifs, parce que parfois la bonne personne, elle n'est pas celle que vous cherchez, mais celle que vous êtes capable de reconnaître. Et Non. avec ces mots de conclusion que je n'avais pas prévus, on peut parler de recrutement, mais ça peut s'appliquer, je pense, à beaucoup de choses dans la vie, même sentimentale. Du coup, donc je ne donne pas de conseils sentimentaux, mais j'ai l'impression que il faut savoir aussi reconnaître les bonnes rencontres et les bonnes personnes, on va dire, en amitié, dans le recrutement et dans tous les domaines que vous le souhaitez. Alors moi, ce que je veux savoir, merci d'abord Audrey de ta chronique, mais je veux savoir si tu as un livre de citations. Parce que là, moi, j'ai un livre que j'utilise pas assez, qui est les citations de Walt Disney, que je montre à l'écran. Est-ce que tu as un livre de citations, Audrey, où tu trouves toutes Lui les offrir à citations? Noël. À Noël, Pierre, tu vas lui offrir. De quoi? Bah, Celui-là? oui, Ah bah pourquoi pas, cache-le, cache-le. mais c'est Alors, très... j'ai pas de livre de citation. Par contre, j'ai une note dans mon téléphone de citation depuis des années. Et dès que je lis un livre, n'importe lequel, ou des articles ou autres, dès que j'ai une citation qui m'interpelle, je la note. Ben voilà, il y a une IA à faire avec ça, Audrey. Il y a une IA, il y a une IA. Ce qui me ramène habilement à notre sujet, et on va retourner à Olivier. Il nous reste juste 10 minutes d'émission, donc on va aller droit au but. Moi, la question que j'ai pour toi, c'est, OK, on a parlé des avocats, on a parlé des directeurs juridiques, on a parlé de la direction juridique, on a parlé des juristes, on a parlé de tout le monde, mais les clients internes, ceux qui ont affaire justement à tous à tous ces juristes. Qu'est-ce que ça va changer, cette nouvelle configuration pour eux, hein, je sais pas, en termes d'attente, de rapidité, même de relation au juridique, à ton avis? Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer plusieurs choses. Et la vitesse, je reprends encore ce point-là, est quelque chose qui est encore plus fort. Et il ne faut pas se méprendre parce qu'il y a la vitesse de l'exécution, mais il y a aussi le temps de la réflexion. Et donc, il va falloir qu'on puisse regarder, et les juristes dans l'entreprise vont regarder, qu'est-ce qui peut être en fait fait dans l'immédiat, et donc créer l'immédiateté, et donc digitaliser, mettre de l'IA, et vraiment donner une accélération extrêmement forte pour pouvoir non pas travailler tout dans l'urgence, mais pouvoir après se dégager du temps pour le temps de la réflexion. Le cerveau, je ne vais pas être dans les neurosciences comme Lydia, mais le cerveau, hein, système 1 et système 2 a besoin de temps aussi pour réfléchir, pour tester différentes options, y réfléchir et puis en parler avec d'autres juristes, voire avec ses propres avocats. Et donc, il va falloir que, oui, on peut aller plus vite grâce à l'IA, mais sur certains sujets, il va falloir que ce temps gagné soit consacré à la réflexion, à la créativité, à l'innovation et à la pensée critique qui est indispensable. Pour le client interne, ce que l'on voit déjà depuis à peu près une dizaine d'années, c'est tout ce mouvement du self-service, c'est-à-dire de pouvoir apporter un certain nombre d'outils que la direction pardon, juridique apporte un certain nombre d'outils pour que le client interne puisse se servir tout seul. Alors l'idée, c'est pas de lui envoyer la patate chaude. C'est pas de se dire, tiens, au lieu que je fasse ça qui me fait perdre du temps et qui est de fait de valeur ajoutée et qui m'embête, je vais le digitaliser. Et du coup, c'est le client interne qui va perdre du temps, qui va s'embêter, qui va faire quelque chose de fait de valeur ajoutée. L'idée, quand on essaie de faire du self-service, c'est de réfléchir une fois encore à l'interaction. Qu'est-ce que je fais? Pour qui je le fais et avec qui je le fais? Et comment est-ce qu'on peut intégrer de l'IA, intégrer
de la connaissance, par exemple des modèles, par exemple des formations, pour que l'opérationnel lui aussi gagne du temps et lui aussi soit dans la performance. Ça, c'est le premier point. Donc, on va développer encore plus le self-service. Ça, c'est un point positif. Le deuxième point qui est un point positif, c'est une capacité d'utiliser l'IA pour déployer davantage une culture juridique au sein de l'entreprise. Et ça, l'IA était très intéressante pour ça, parce qu'elle va pouvoir produire beaucoup d'idées, beaucoup de contenus pour pouvoir justement pousser ces idées, ces contenus dans des formations beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus interactives. Et donc, on va essayer de déployer davantage ce côté culture juridique qu'il est indispensable de développer. Si on veut être plus rapide sur le marché, il faut le dire aux opérationnels, il faut qu'ils aient aussi une culture juridique. Le point qui est un point très risqué, et on le voit déjà aujourd'hui, le point qui est un point très risqué, c'est le point d'avoir des opérationnels qui se prennent pour des juristes et qui vont d'un seul coup prendre les outils pour pouvoir avoir des réponses qui, comme on le voit, sont extrêmement bien rédigées, mais même quand c'est une hallucination complète, elle est extrêmement bien rédigée et on pense qu'elle est vraie. Donc surtout, ne faites pas, si vous êtes un non-juriste, des analyses avec quelque outil que ce soit en pensant qu'elles sont justes juridiquement parlant. Elles seront peut-être justes, ça c'est de la chance, mais elles auront surtout une probabilité d'être fausses et surtout, elles auront une forte probabilité d'être bien meilleures si elles sont faites par les juristes. Donc il faut que cette nouvelle interaction que l'on a, le juriste, l'IA et son client interne, soit au bénéfice de la performance sur des tâches répétitives et de faire valeur ajoutée, et au bénéfice de la critique et de l'évolution de la valeur ajoutée quand il s'agit de tâches plus importantes. Donc la relation, pour moi, elle va être bien meilleure, de proximité, parce qu'il faut aussi que le juriste comprenne parfaitement ce que l'opérationnel veut faire, et de respect de la valeur et de la compétence de chacun. Alors justement, Olivier, tu parles de valeur dans ce nouveau modèle hybride, donc humain et IA. Euh, Où toi, tu situes la valeur, la véritable valeur créée par les juristes et comment on peut la mettre en avant, comment ils peuvent la mettre en avant? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur que crée un juriste, elle n'a de sens que si elle apporte de la valeur à l'entreprise et donc de la performance à l'entreprise. On ne peut pas créer de la valeur parce qu'on a fait une analyse qui est théoriquement extrêmement bien, si elle n'apporte rien à l'opérationnel. Donc, penser la valeur de la direction juridique sans penser performance de l'entreprise n'a aucun sens. Ça serait même être en fait de la surqualité et donc du surcoût. Donc, une fois encore, lorsqu'on pense valeur de la direction juridique, il faut d'abord penser stratégie, chaîne de valeur de l'entreprise, et sur tous les éléments de la chaîne de valeur de l'entreprise, regarder à quel moment on peut apporter justement sa pierre à l'édifice, comme on dit, et puis faire en sorte que la valeur créée par l'entreprise soit encore meilleure parce qu'on a apporté sa pierre à l'édifice. Il y a trois domaines que j'ai réussi à mesurer lorsque j'ai fait le doctorat en économie, là dont je parlais à Pierre en introduction. Trois domaines sur lesquels je pense le juriste apporte de la valeur, ou en tout cas est attendu pour apporter de la valeur. Le premier domaine, bien évidemment, c'est celui de la gestion des risques. Et donc, premier domaine de création de valeur, ou en tout cas de protection de la valeur et des actifs de l'entreprise, c'est de protéger l'entreprise contre les risques, que ce soit les risques juridiques, les risques pénaux, et on le voit de plus en plus, ces risques réputationnels, qui étaient d'abord un domaine qui était très lié au département communication avant, ou le département marketing, mais qui de plus en plus maintenant, parce qu'il y a des risques réputationnels qui sont extrêmement forts et parfois intimement liés à des risques de conformité ou des risques juridiques, il faut que le juridique travaille de plus en plus à la protection de la réputation de l'entreprise. Donc, c'est un premier pan qui est la gestion des risques. Le deuxième sujet, c'est le sujet des coûts de transaction. Alors, les coûts de transaction, c'est une théorie économique qui a donné lieu à deux prix Nobel. Et je ne vais pas les expliquer parce que je pense que je n'aurai pas assez de temps, mais qui vont permettre en fait à l'entreprise d'être plus performante que son concurrent parce qu'il va contractualiser beaucoup plus vite avec ses fournisseurs, parce qu'il va mieux gérer aussi la relation contractuelle avec ses clients, parce qu'il va intégrer davantage certains pans de sa chaîne de valeur. Et là-dessus, pas que, mais les juristes en font partie et donc ils peuvent permettre de baisser les coûts de transaction. Et le troisième, je terminerai par celui-ci, c'est l'innovation juridique. L'innovation juridique, elle va sur des approches qui peuvent être nouvelles, sur une nouvelle vision de la réglementation, sur une création d'une jurisprudence. On a la chance de pouvoir jusqu'à maintenant le faire. Il faut vraiment le faire et pas laisser faire l'IA
et copier-coller des jurisprudences les unes après les autres et ne plus du tout innover sur ce domaine-là. Et donc là, c'est vraiment, là, on va retrouver la créativité, la pensée critique dont je parlais tout à l'heure, toute la valeur importante du juriste. En négociation aussi, il ne faut pas oublier que le juriste est vraiment quelqu'un qui apporte une grande, grande, grande valeur. Écoute, Olivier, moi je pense que tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui vont être rassurés par tes propos et se dire que finalement ils ont peut-être encore un peu de travail pour quelques années. Et je suis totalement d'accord avec toi. Par contre, moi je rajouterais juste mon petit grain de sel. Il faut pas se mettre la tête comme une autruche en se disant ça va passer, c'est qu'une mode. Non, il faut s'y mettre à fond, il faut tout essayer, il faut mettre les deux pieds dedans et vraiment y aller. Et je pense que c'est comme ça qu'on a le plus de chances, effectivement, comme tu le dis, bah, de continuer à avoir, à rester dans le coup, etc. Donc voilà, on y va. Et on s'intéresse au sujet. Et merci infiniment, Olivier, d'avoir participé Avec plaisir. pour la deuxième fois à Legal Club Sandwich. Et de manière générale, à toujours nous suivre dans nos aventures avec Lindia et Audrey. On arrive à la fin de l'émission, donc je remercie Lindia et Audrey pour leur chronique. Je me remercie d'avoir été un hôte aussi sympathique et, et Il je est te, incroyable. et je te remercie Olivier d'avoir participé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Legal Club Sandwich. Et en attendant, oui Audrey, Oui, pardon. et on mettra dans les commentaires les références pour le livre d'Olivier, du coup. Bien Absolument. sûr. Absolument, on Merci Audrey. mettra dans les commentaires les références du livre d'Olivier. Je répète ce que tu viens de dire, ce qui n'a strictement aucun intérêt. Donc, voilà, très bien. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, nuit, week-end, ça selon le moment où vous écoutez cette émission. Et sans plus attendre, générique de fin. À très bientôt. See the man who won't stay, fear me.